Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes 10 films favoris pays par pays, donc la troisième vidéo de ce type. Après Hong Kong, après le Japon, on va parler de la Corée. Et je dis bien de la Corée, pas juste de la Corée du Sud, parce que j'ai décidé d'inclure la Corée du Nord dans cette vidéo. À l'origine, je dois dire que je voulais faire une vidéo spécifique sur le cinéma de Corée du Nord, mais il est quasiment impossible de faire un top 10 des films que j'aime de la Corée du Nord. Peut-être en cherchant bien, j'arriverai à faire un top 3, mais enfin, au final, j'aurai 7 titres qui ne seraient pas vraiment des bons films, qui seraient juste là histoire de dire parce qu'il y a quelques éléments qui sont sauvables, mais en soi, c'est pas des bons films. Donc je me suis dit, on va faire plus simple, on va mettre ça dans le top Corée du Sud, enfin Corée de manière générale. De toute façon, ça va pas occuper une grande place, puisque vous allez voir, il va quand même y avoir 9 films de Corée du Sud et un film de Corée du Nord, donc ça reste assez restreint. De même, quand je fais ce type d'exercice, alors je crois que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais je vais le rappeler, j'essaye de m'astreindre à un film par réalisateur. J'essaie également, autant que faire se peut, de varier des époques, de varier des périodes, histoire qu'il n'y ait pas que des films durant les 2-3 mêmes années. J'essaye de varier également les genres, histoire d'avoir une gamme assez large. Et ici, l'exercice a été encore compliqué, on va dire, par le fait que je voulais essayer d'éviter de répéter ce que j'avais déjà fait ou ce que je vais bientôt faire. C'est-à-dire que j'aurais pu, par exemple, intégrer dans cette vidéo des films comme Les Partisans du Sud, Sin Mido, The Age of Success. Mais tout ça, j'ai décidé de les garder pour la rétrospective Hansung-ki qui est en cours. Donc ça sert à rien que j'en parle ici pour que je me retrouve à nouveau à en parler dans la rétrospective Hansung-ki. Et donc j'ai également écarté d'autres films dont j'avais déjà un petit peu parlé. Par exemple, j'aurais pu mettre Les Funérailles à la Koryo, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je me suis dit que ça sert à rien de faire une nouvelle répétition sur le sujet. D'autant plus que j'ai quand même une palette assez large de films dont je peux parler, donc c'est l'occasion peut-être de mettre en avant d'autres films un petit peu moins connus. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des films au rabais dont je vais parler. C'est juste qu'il y a, comme d'habitude, il y a beaucoup de films que j'aime, plus que 10 en réalité. Donc, il est assez facile en fait de parler d'un et de ne pas parler d'un autre. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la qualité intrinsèque des films. Et comme je le dis à chaque fois, ce top, c'est le top du jour, basé sur tous ces éléments dont je viens de parler, mais ça peut totalement changer d'ici une semaine. Mon numéro 1 pourra se retrouver en numéro 3, le numéro 5 pourra être en numéro 1 à un moment, enfin tout ça, c'est pas quelque chose de figé dans le temps et d'éternellement comme ça, c'est un petit peu au moment où ça me prend, selon les règles qui sont propres à cette vidéo. Donc ne vous formalisez pas trop du classement qui est fait proprement dit. Ce qui compte ici, c'est simplement que c'est 10 très bons films que moi j'adore et qu'évidemment je vais essayer de vous transmettre mon intérêt et ma passion pour ces films. Voilà, ces petites règles, ces petits rappels étant faits, on peut se lancer dans cet exercice avec mon numéro 10, qui est un film pas très connu pour le coup, en tout cas pas très connu en Occident, qui s'appelle Un Empty Dream, réalisé en 1965 par Yoo Yoon-mok. The Empty Dream, c'est un film qui a été très compliqué à faire pour le réalisateur, parce qu'on n'est pas dans le registre classique du cinéma sud-coréen de l'époque, donc 1965. Dans les années 60, le cinéma sud-coréen était finalement assez actif, assez relativement populaire, on va dire. Mais c'était surtout dans le domaine du mélodrame, de la comédie mélodramatique et un peu du film de guerre également. Donc un certain nombre de registres assez balisés. Et Un Empty Dream, lui, il partait dans quelque chose de totalement différent parce qu'en fait, on est dans un film à la fois simili-surréaliste, simili-psychanalytique. On a en fait un personnage qui va se faire arracher une dent et qui va être mis sous anesthésie. Et à côté de lui, il y a une autre cliente, une femme assez sexy, et ça va nourrir son désir et ça va nourrir en fait une espèce de rêve éveillé
dans lequel il va se retrouver avec cette femme dans des décors assez surréalistes, un petit peu à la Dali, ce genre d'esprit. Et on se retrouve en fait dans un film un peu type Carnival of Souls ou bien David Lynch, ce genre de rêve éveillé, un peu étrange, qui n'a pas forcément un sens narratif classique, mais qui permet d'exprimer davantage les pulsions, les désirs des personnages, et ça donne quelque chose d'assez fascinant. D'autant plus, comme je l'ai dit, que c'était quelque chose de très rare dans le cinéma sud-coréen de l'époque. Ça a d'ailleurs coûté très cher au réalisateur parce qu'il s'est retrouvé en opposition avec la censure sud-coréenne et il a même été traîné en justice par rapport au film qui était considéré comme pornographique, ce genre de choses. Un grand classique des années 60, de qualifier des films où il y a une légère trace de sexualité de pornographique. Alors c'est vrai qu'il y a quelques éléments un petit peu érotiques, hein, c'est sûr, mais évidemment ça n'a rien de pornographique. Mais à l'époque c'était compliqué, en plus visiblement le réalisateur était un petit peu plus du côté de l'opposition, donc ça ne lui a pas vraiment réussi et il a donc payé un prix assez cher à la réalisation de ce film. Donc pour tous ces éléments, ça mérite d'être vu. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette espèce de trip assez étrange, dans un joli noir et blanc, avec des designs intéressants, avec des personnages un petit peu monstrueux qui apparaissent également. Enfin, il y a vraiment quelque chose, une ambiance tout à fait fascinante, tout à fait intéressante, qui fait que pour moi c'est un des meilleurs films sud-coréens des années 60, justement parce qu'il y avait cette tendance à suivre des genres bien précis, bien ancrés, avec un certain nombre de règles, et que là, celui-ci, Un homme petite Dream, il s'en défait totalement, il part totalement dans son propre univers, et il le fait avec un certain talent, d'autant plus que le film est assez court, je crois que c'est 1h10, 1h15, donc il n'y a pas le temps de s'ennuyer, on va vraiment à l'essentiel, on est vraiment transporté dans cet univers, et c'est tout à fait fascinant, tout à fait intéressant à explorer, et donc c'est pour ça que je le classe dans cette 10e position en tant que mes films favoris de Corée du Sud. En tout cas de Corée, ici de Corée du Sud. En numéro 9, j'ai mis donc le seul représentant nord-coréen de cette sélection. Et encore, j'ai un peu triché parce que c'est une coproduction sino-nord-coréenne qui s'appelle Meet in Pyongyang de 2012 et qui a été réalisée par Cherzati Yaefu et Kim Yeon-choi. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite sur le cinéma de Corée du Nord. Si vous vous souvenez de ce que j'avais dit, à chaque fois, en fait, les films nord-coréens sont systématiquement meilleurs quand ils sont faits en coproduction. Parce que ça enlève un certain nombre des contraintes propres au cinéma de Corée du Nord. Ils sont un petit peu plus coulants avec les coproductions et parce que ça amène un regard extérieur sur le pays et ça permet de le mettre davantage en valeur que les productions locales. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Meet in Pyongyang, qui se passe quasi intégralement à Pyongyang, un petit peu à Pékin avant, où on suit en fait le personnage d'une danseuse qui veut s'améliorer et qui pour ça va aller en Corée du Nord faire une résidence, un stage pour essayer d'apprendre les danses traditionnelles de Corée du Nord et à travers cette visite, à travers ce travail, en fait, elle va découvrir un pays qu'elle ne connaissait pas fondamentalement, d'autres façons de faire et quelque part retourner à l'essentiel de l'esprit de la danse. Et donc ça donne quelque chose de positif dans l'échange de culture, ce qui n'est pas si courant quand on parle de Corée du Nord. En général, quand on parle de Corée du Nord, c'est toujours pour mettre en avant les points négatifs, et Dieu sait qu'il y en a, on va d'ailleurs en parler un peu plus avec le film suivant, mais il faut bien quand même garder en tête que les gens en Corée du Nord, ils sont pas plus différents que vous et moi, ils ont des plaisirs simples comme tout le monde, ils aiment chanter, ils aiment danser, ils aiment regarder la télévision, aller au cinéma, et donc ils ont leur propre culture, qui a certains aspects tout à fait discutables, mais qui a d'autres qui sont également intéressants, et que ce type d'échange culturel est toujours positif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, et je trouve qu'en tout cas que le film Meet in Pyongyang le met vraiment bien en avant. C'est vraiment mis sous un angle positif, le fait que les deux personnages principaux parviennent à se comprendre, trouvent dans la danse un moyen de communiquer, d'échanger, et finalement de retourner à des valeurs
tout à fait universelle et positive, parce qu'on n'est pas sur des valeurs d'ultranationalisme ou autres, enfin des valeurs beaucoup plus discutables. Non, non, là on est vraiment dans un échange de sentiments, être capable d'exprimer ses sentiments, ce genre de choses, et des sentiments évidemment, eux qui sont positifs, d'amour, d'échange, de respect, ce genre d'éléments. Et donc c'est parfaitement bien rendu, je trouve, dans Meet in Pyongyang, ce qui n'était pas forcément évident, et sont tombés également trop dans les travers propagandistes. Alors il y a quelques petites références à l'intervention chinoise en Corée du Nord, mais même ça, j'ai envie de dire, c'est pas présenté de manière ultranationaliste, c'est juste montré comme, enfin, c'est juste évoqué tel que ça a eu lieu, puisqu'effectivement ça a eu lieu, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'évoquer, et c'est plus vu du point de vue du sacrifice des hommes proprement dit, et pas sous son angle géopolitique, type la première partie de la bataille du lac Changjin. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne chose également. Et puis une autre bonne chose qui est à mettre au crédit de Meet in Pyongyang, c'est le fait de mettre en valeur la ville de Pyongyang. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi je trouve que Pyongyang est une ville qui a du charme, dans son registre un petit peu néo-stalinien, mais quand même, il y a quelque chose d'assez attirant quelque part, si on met de côté évidemment tous les aspects politico-politiques. Et c'est une ville qui est potentiellement cinématographique, et c'est quelque chose qui est quasiment jamais mis en avant dans les productions de Corée du Nord, ce qui est extrêmement triste. Mais là, avec la présence d'un réalisateur chinois, avec la présence également de moyens techniques probablement supérieurs en qualité que ceux dont disposent les cinéastes de Corée du Nord, et bien ça permet d'avoir des jolis plans de Pyongyang, et moi c'est quelque chose qui me fait très plaisir. À noter qu'il existe une version chinoise du film et une version nord-coréenne. La version nord-coréenne est extrêmement plus courte, elle fait moins d'1 heure si je me souviens bien, là où le film en version chinoise fait 1h30 il me semble, quelque chose comme ça. Évidemment, il vaut mieux privilégier la version chinoise qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi la version nord-coréenne coupe certaines choses. Alors ok, je comprends bien qu'ils coupent certains éléments de l'intervention chinoise en Corée du Nord, ce genre de choses dont ils n'aiment pas trop faire le rappel, mais un certain nombre d'éléments de développement des personnages, de discussions entre eux qui ont également été coupés et que je trouve, eux, davantage dommageables. Donc si vous avez la possibilité de le regarder, privilégiez la version chinoise. Mais il n'empêche que, étant une coproduction, je me permets de l'intégrer dans ce top en tant que seul représentant du cinéma de Corée du Nord, donc à la 8e place, Meet in Pyongyang. Donc là, on a parlé des bonnes choses qui peuvent venir de Corée du Nord. Maintenant, on va parler des mauvaises choses qui peuvent venir de Corée du Nord, mais avec un film évidemment de Corée du Sud et qui s'appelle Crossing de Kim Tae-gyun, réalisé en 2008. Évidemment, c'est un film de Corée du Sud, puisque la Corée du Nord, par définition, ne parle pas de ce qu'elle a pu faire de mal. Et Crossing, en fait, c'est tout simplement l'histoire de défecteurs nord-coréens, une famille de défecteurs qui veut partir en Corée du Sud pour avoir une vie meilleure. Et évidemment, ça va être un parcours semé d'obstacles et un parcours totalement déchirant, mais je trouve que ça rend les choses de manière relativement équilibrée. Parce qu'évidemment, quand on parle comme ça, quand on se concentre sur les aspects très négatifs du régime de Corée du Nord, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre être suffisamment réaliste et faire comprendre également les sentiments des personnages, ce qui fait que il y a parfois peut-être un léger abus dans la description qui est faite de la Corée du Nord, et puis un abus également de ficelles mélodramatiques. Donc c'est toujours un équilibre assez difficile à trouver, et beaucoup de films de Corée du Sud qui parlent de la Corée du Nord ont eu tendance à aller peut-être un poil trop loin, je pense, dans le côté mélodramatique. Mais c'est pas le cas, à mon humble avis, de Crossing, qui montre une Corée du Nord assez réaliste, pour autant que je puisse le dire, et qui montre également bien tous les obstacles et toutes les difficultés qu'il y a
à vouloir partir, à vouloir essayer de donner une vie meilleure à sa famille. Et alors, il y a vraiment tout, hein, évidemment, le fait de passer la frontière, mais également après, quand ils sont en Chine, les autres difficultés qu'ils peuvent avoir, même du côté de la Corée du Sud, qui ne se montre pas forcément si accueillante envers les réfugiés de Corée du Nord, hein, ce qui est également une réalité. Hein. On a largement passé l'époque où les défecteurs de Corée du Nord étaient accueillis avec un tapis rouge en Corée du Sud. Maintenant, c'est vu avec davantage d'inquiétude et de suspicion. Et tout ça, c'est effectivement mis dans Crossing. Et c'est forcément extrêmement touchant parce que, encore une fois, c'est simplement des gens comme vous et moi qui veulent simplement pouvoir vivre un minimum dignement, un minimum correctement. Alors ça ne veut pas dire forcément que la Corée du Sud va être un paradis pour eux, hein, faut pas le croire, mais pour autant, il n'empêche que le régime et le système dans lequel ils vivent en Corée du Nord n'incitent pas à l'espoir et n'incitent pas effectivement à vouloir y rester de génération en génération. Et je trouve que le film Crossing le montre bien et montre bien toute l'odyssée de souffrance que cela implique de essayer de partir, d'essayer de franchir la frontière pour se construire une nouvelle vie en Corée du Sud. Et donc ça fait, de mon point de vue, le complément idéal de Meet in Pyongyang. Voilà, avec Meet in Pyongyang, vous avez le côté positif, avec Crossing, vous avez le côté négatif, et moi je vous incite à regarder les deux parce que ça représente une vision plus complète de ce qu'est la Corée du Nord, plutôt que de ne regarder que l'un, de n'avoir qu'une vision ultra positive ou qu'une vision ultra négative. Donc voilà, 8e position, Crossing, un film extrêmement touchant et qui trouve le bon équilibre quand il s'agit de parler de la Corée du Nord et des gens qui essayent de se soustraire à son régime. En numéro 7, j'ai mis Oasis de Lee Chan-dong. Lee Chan-dong, c'est pas forcément un réalisateur que j'aimais beaucoup parce que le premier film de lui que j'ai vu, c'était Peppermint Candy et j'avais pas du tout aimé. Et donc Oasis, c'était mon second Lee Chan-dong et j'y allais avec un mauvais a priori vu que j'avais pas aimé Peppermint Candy et d'autant plus que le sujet me paraissait un peu racoleur puisque c'est l'histoire d'amour entre deux handicapés mentaux et donc je me disais oh là là, ça va être un truc totalement larmoyant, un truc assez putassier même probablement, enfin vraiment je m'attendais au pire et j'ai été soufflé parce que c'est pas du tout putassier, au contraire c'est un film extrêmement sensible, extrêmement fin et qui a à la fois deux aspects qui sont je trouve intéressants, c'est-à-dire qu'il y a un aspect à la fois intellectuel et à la fois émotionnel. Et je trouve que ça marche sur les deux côtés et c'est la marque des grands films pour moi, quand ça réussit à vous faire réfléchir mais que ça vous touche également. Et l'aspect intellectuel, évidemment, c'est le traitement qui est réservé aux handicapés dans nos sociétés actuelles parce que c'est en Corée du Sud, mais franchement, ça pourrait tout à fait s'appliquer en France, en Europe, à travers le monde. Et effectivement, ça donne à voir à quel point les handicapés ne sont pas pris en charge correctement dans nos sociétés, que nos sociétés ne sont pas conçues pour eux, c'est à eux de s'adapter à nos propres systèmes, alors qu'ils ont évidemment des difficultés mentales et donc ça rend les choses extrêmement difficiles et ça permet donc de mettre un éclairage sur cet aspect et de repenser notre rapport à l'handicap et à la manière de le gérer dans nos sociétés et donc c'est une très bonne chose. D'autant plus que les personnages qu'on suit ici sont des personnages vraiment du quotidien, c'est des gens du petit peuple, on n'est pas avec la bourgeoisie, on n'est pas avec les élites, et donc on a une vision de la Corée du Sud également qui sonne très vrai, qui a un côté très, très réaliste, assez un peu grisâtre, on va dire, mais qui n'en est pas moins vrai et qui est donc intéressant à voir. Et donc il y a ce côté social très marqué et qui incite à réfléchir sur la place des handicapés dans nos sociétés. Et donc rien que pour ça, Oasis mériterait déjà une recommandation. Mais à côté de cette facette réflexive, intellectuelle réussie, il y a également une facette émotionnelle parce qu'on est vraiment touché
par la romance qui se développe. Alors pourtant au départ ça part de manière assez ambiguë, avec les premières relations physiques, on va dire, qu'il y a entre les deux personnages, mais ça se développe de manière harmonieuse et on comprend les sentiments qui sont à l'œuvre ici, et on est capable de se lier à eux, de se rapprocher de ces sentiments, parce qu'ils sont tout aussi valables que les nôtres, nous, personnes qui ne sommes pas handicapées mentales, et finalement donc le lien est établi et ça nous permet de les comprendre, et on est touché par leur histoire d'amour, d'autant plus que la performance des deux acteurs est absolument dingue. Vraiment c'est époustouflant ce qu'ils font, d'être capable de faire croire à leur handicap de cette manière, mais également être capable de mettre tous les sentiments nécessaires dans leur performance. C'est pas évident, hein, mine de rien, ça pourrait facilement tomber dans la caricature, ça pourrait facilement tomber dans le putassier ou dans le larmoyant, comme j'avais dit au début, mais non, ça parvient toujours à rester à la limite, à ne pas tomber de l'autre côté de la barrière, et ça donne donc quelque chose d'extrêmement touchant et qui ne peut pas vous laisser indifférent. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, Oasis, la marque des grands films, les films qui vous font réfléchir, les films qui vous touchent, et il a réussi dans les deux aspects, et donc je dis bravo à Lee Chang-dong pour Oasis. Depuis d'ailleurs, j'ai vu d'autres films de Lee Chang-dong que j'ai aimés, donc c'est probablement moi qui ne devais pas être dans le bon état d'esprit quand j'ai vu Peppermint Candy, et je vais certainement lui donner sa chance à l'occasion pour le réapprécier davantage, mais en tout cas, à ce stade, Oasis, pour moi, c'est le meilleur film de Lee Chang-dong, un des tout meilleurs films de Corée du Sud, et c'est pourquoi il a sa place dans ce top 10 de mes films de Corée. En 6e place, j'ai mis The King and the Clown, un film de 2005 réalisé par Lee Jun-im, qui raconte comment un groupe d'artistes un peu tendance acrobates, bouffons, qui passent de ville en ville, va se retrouver à devenir les artistes attitrés du roi. J'avoue que je ne sais plus quelle est la période de la Corée, mais en tout cas c'est le roi d'un... je crois pas que ce soit durant la dynastie Joseon. Je crois que c'est durant un des royaumes qui divise la Corée. À vérifier, j'avoue que j'ai pas regardé avant de faire cette vidéo. Enfin en tout cas, ils vont devenir la troupe artistique attitrée du roi. Le roi va s'éprendre d'un des membres de cette troupe, un des membres un petit peu efféminé, et il va commencer à avoir également une relation avec celui-ci, ce qui va provoquer un certain nombre de jalousies. Le Roi et le Clown, encore une fois, un film sur lequel j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, même si je sais que c'était un gros succès, un des gros succès de l'année 2005 en Corée du Sud. Mais pareil, un peu comme avec Oasis, je m'attendais à un truc un petit peu lourdeau, une comédie un peu pas finaude, quoi, et au final c'est pas du tout ça qu'il y a. Il y a un côté comique, mais ça marche plutôt bien, et à la place on a vraiment des réflexions sur le pouvoir, sur le rôle d'un artiste, et également tout un tas de réflexions par rapport au genre et à la sexualité, puisque le personnage principal a une sexualité qui n'est pas hétérosexuelle, même si c'est assez flou à savoir est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est bisexuel, ça reste assez ambigu, mais il n'empêche qu'il n'est pas dans les standards classiques, et cette romance est quand même traitée de manière, je trouve, très progressive. On n'est pas dans le jugement par rapport à ça, même si d'autres personnages dans l'entourage se permettent, eux, davantage de porter ce type de jugement, mais tout comme pour Oasis, on a des sentiments qui sont sincères des différents côtés, et donc ça permet de se poser un certain nombre de questions, et d'être évidemment plus tolérant, et d'être plus à même d'accepter ce genre de choses, et de ressentir, même si comme moi on est hétérosexuel, de ressentir quand même la puissance de l'amour, la puissance de ses sentiments, et de se trouver touché par les relations qui sont décrites dans le film. À côté de ça, donc, on a également d'autres réflexions par rapport, comme j'ai dit, à la place des artistes, à ce qu'est le pouvoir qui corrompt, et tout ça se combine vraiment harmonieusement
Donc il y a à la fois dans ce côté comique, à la fois dans ce côté sentimental, à la fois dans ce côté réflexion, donc sur artistes et pouvoir. Tout cela est vraiment bien équilibré, bien traité, sans que jamais ça tombe soit dans un côté vulgaire, soit dans un côté un peu trop facile. Non, non, on en est toujours sur cette espèce, encore une fois, comme pour Oasis, de ligne de crête, où ça pourrait facilement tomber d'un mauvais côté de la barrière, mais ça parvient à rester dessus, et ça parvient donc à vous maintenir à la fois intéressé, à la fois à vous faire réfléchir sur ces différentes thématiques et vous toucher par rapport à ce qu'il arrive au personnage, avec également une belle reconstitution historique tout à fait correcte. Peut-être le seul léger bémol que j'aurais, c'est que film de 2005 oblige, on était encore dans cette esthétique un poil télévisuel inspiré du cinéma japonais, où les couleurs manquaient un petit peu de force, je trouve. C'était souvent le cas des films des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Heureusement, depuis, la Corée du Sud s'est bien améliorée et est sortie un peu de ce carcan esthétique qui a également porté son emprise sur le cinéma japonais pendant plusieurs décennies. C'est vraiment le seul très léger reproche que je pourrais faire à ce King and the Clown, qui est un excellent film, qui, je crois, est peut-être sorti en France en vidéo, j'ai un petit doute à vérifier, mais en tout cas, qui mérite assurément une vision, un film d'excellente qualité. En 5e position, j'ai mis The Strangers de Na Hong-jin, réalisé en 2016, le 3e film donc de Na Hong-jin. Le premier film de Na Hong-jin, The Chaser, moi perso, j'avais pas super accroché. C'était bien fait, mais je trouvais qu'il y avait ce côté un peu exagéré et un petit peu facile de tous ces histoires de tueurs en série sadiques qui ont vraiment eu un succès incroyable en Corée du Sud durant cette période où ça en rajoute sur la souffrance de la prostituée, et puis ça joue sur le fait qu'ah non, elle s'en est sortie, mais non, en fait pas vraiment, et je trouve que c'était un petit peu racoleur de ce point de vue-là. Mais par contre, j'aime beaucoup le film suivant de Na Hong-jin, The Murderer, qui était un film pas évident, avec une intrigue très très touffue, mais qui moi m'a beaucoup séduit, dans lequel je suis vraiment rentré, je trouve que ça vaut le coup de se donner la peine d'essayer de suivre ce que fait Na Hong-jin dans ce film. C'est pas forcément évident, mais il y a un côté puzzle à composer soi-même qui est assez fascinant, je trouve. Et avec ce troisième film dans sa filmographie, je trouve qu'il est encore monté d'un niveau. Donc The Strangers, ça raconte l'histoire de meurtre dans un petit village de Corée du Sud, et donc il y a une enquête, et il va y avoir un certain nombre d'éléments fantastiques qui vont se greffer à cette enquête en question. Et alors moi, ça me fait penser, ce film, je vais partir dans une digression totale, mais après tout, c'est un peu le principe de ces vidéos, hein. Donc ça m'a fait penser à une histoire, à un scénario de jeu de rôle. Un jeu de rôle pour la Légende des 5 Anneaux, qui est un jeu de rôle tendance heroic fantasy japonisante, et ou pour lequel j'étais maître de jeu. Et j'avais un scénario comme ça que j'avais récupéré, que je trouvais excellent, avec les personnages qui se retrouvaient à devoir enquêter sur un certain nombre de problèmes entre deux seigneurs de clans différents. Et donc on était dans une espèce d'histoire, enquête, diplomatie assez classique dans l'univers de la Légende des 5 Anneaux, sauf qu'à un moment, en gros aux 2/3, quand les personnages pensaient que voilà, ils ont réussi à résoudre le scénario, en fait ça partait, il y avait un twist complet, et ça partait à fond dans le côté horreur pendant le dernier tiers, horreur action, très très intense.
Et malheureusement, c'est un scénario que j'ai jamais pu faire jouer à mes joueurs parce que ça nécessitait un niveau de personnage assez élevé et on n'a jamais fait suffisamment d'aventures pour qu'il l'atteigne. Mais ça me reste toujours en tête, j'ai toujours l'idée qu'un jour, il faudrait quand même réussir à pouvoir le jouer, ce scénario, parce que ça doit déchirer. Et The Strangers, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est parce que The Strangers, ça me fait complètement penser à ce scénario. J'aime beaucoup cette idée de la rupture de ton, de comment on pense qu'on va être dans un genre spécifique avec toutes les règles qui sont liées, et puis d'un seul coup, clac, on part dans une direction totalement différente et on est happé et ça marche quand même du feu de Dieu, et c'est ce qui se passe ici dans The Strangers avec le côté fantastique qui est particulièrement bien amené avec des séquences, avec des plans qui sont extrêmement marquants, qui se rapprochent un petit peu de ce qu'a pu faire Stanley Kubrick sur Shining, enfin la fameuse image culte des deux jumelles dans le couloir, ce genre de choses. Mais il y a quelques plans de The Strangers qui ont cette puissance évocatrice, et c'est vraiment à mettre énormément au crédit de Na Hong-jin. En plus, on a également quelques éléments de réflexion sur l'étranger, sur le rapport à l'étranger, tout particulièrement le rapport au Japon, puisqu'on a un acteur japonais qui apparaît dans le film, qui est Jun Kunimura, si je me souviens bien, qui est un acteur japonais habitué au cinéma international, puisqu'il était apparu dans le cinéma de Hong Kong, À toute épreuve, par exemple. Et donc ça fait bien plaisir de le voir ici, et ça amène donc un certain nombre d'autres réflexions par rapport au rapport qu'a la Corée du Sud avec le Japon, mais de manière générale avec les étrangers, et c'est tout à fait passionnant. On a également Kwak Do-won, qui est moi un acteur que j'aime beaucoup, qui est un peu une sorte de Song Kang-ho bis, mais spécialisé dans les personnages de méchants, de salauds, mais qui là a un rôle plutôt positif et qui le fait très bien. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que ça marche super, et un film donc, qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup marqué pour ses choix narratifs assez osés, et donc vraiment un film que je vous conseille énormément, et dont on espère évidemment qu'il ne représente que une nouvelle étape dans une carrière qui sera extrêmement fournie et extrêmement qualitative, qu'est celle de Na Hong-jin, puisque 2016, on est 2022, ça fait comme maintenant 6 ans qu'il n'a pas fait de nouveau film, et on attend impatiemment le nouveau Na Hong-jin, en espérant qu'il réussisse encore une fois à monter d'un cran, puisque c'est ce qu'il a réussi à faire sur chaque nouveau film dans sa filmographie. En tout cas, The Strangers, extrêmement recommandé de ma part. En 4e position, j'ai mis GSA, Joint Security Area de Park Chan-wook, réalisé en 2000. Park Chan-wook, j'aime également beaucoup son Old Boy et Mademoiselle. Donc ils auraient pu être à la place de JSA, mais tant qu'à faire, si vraiment je dois choisir un film entre les trois, j'aurais quand même tendance à aller davantage du côté de JSA. Parce que je trouve que le cinéma de Corée du Sud n'est jamais meilleur que quand il parle des souffrances politico-historiques qui sont encore présentes aujourd'hui. Et par là, j'entends en fait deux aspects de l'histoire de la Corée, à savoir évidemment la séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre aspect, c'est la difficile voie vers la démocratie, avec l'existence de dictatures assez rudes pendant une bonne partie de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc ces deux aspects, je trouve, donnent, dramatiquement parlant, parmi les meilleurs films que la Corée du Sud a proposé. Et donc, évidemment, on trouve cette marque dans JSA. Donc JSA qui est l'histoire d'une enquête du côté de Panmunjom, donc la DMZ, la zone démilitarisée, dans laquelle on trouve d'un côté les troupes de Corée du Nord, de l'autre les troupes de Corée du Sud et les troupes américaines. Et donc il y a un incident qui a lieu sur cette frontière. Il y a une enquête qui est diligentée par
des membres de la Suède, je crois, puisque c'est la Suède qui est censée être en charge d'un certain nombre d'éléments de négociation du côté de Panmunjom. J'espère que je ne me trompe pas parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas vu JSA, mais il me semble que c'est à peu près ça. Et en fait, on va comprendre au fur et à mesure du récit que il y a eu une certaine fraternisation entre certaines troupes de Corée du Sud et de Corée du Nord. Et donc on se retrouve à nouveau dans cette idée, on n'est pas dans une démonisation complète de l'autre, ce qui, mine de rien, avait été le cas dans le cinéma de Corée du Sud durant les années 60-70, en tout cas dans une large mesure, en montrant forcément les troupes de Corée du Nord, en montrant les gens de Corée du Nord comme totalement lobotomisés et extrêmement cruels. Là, non, il y a un côté vraiment humain dans ceci. Alors après, ce n'est pas non plus totalement aveugle par rapport aux différences idéologiques et culturelles qu'il peut y avoir entre les deux côtés, et Park Chan-wook en est bien conscient, et il est tout le temps sur ces deux aspects, je trouve, où les hommes sont capables de faire abstraction d'une partie de ces différences pour se retrouver sur des valeurs beaucoup plus importantes de fraternité, d'amitié, ce genre de choses, de solidarité également. Mais malgré tout, il y a quand même toujours cette séparation culturelle et idéologique qui n'en demeure pas moins et qui empêche de pousser plus loin le fait d'avoir un tel rapprochement, puisqu'évidemment au moment où le film avait été produit, c'était une période où il y avait davantage de rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc ça faisait écho également à cette phase qui depuis a pas mal évolué, parce qu'en fait il y a des cycles à chaque fois entre Corée du Sud et Corée du Nord, cycle de rapprochement, d'éloignement et ainsi de suite. Donc on est toujours dans ce type de cycle qui se succèdent. Mais il n'empêche que le message de JSA, je trouve, est le bon, est celui qu'il faut avoir, et celui qu'il faut dépasser un certain nombre de ces éléments de différence pour essayer d'aller à l'essentiel des valeurs humaines, tout en n'oubliant pas quand même qu'ils existent et que par conséquent ils sont également des choses sur lesquelles il faut travailler et réfléchir. Et on a également des excellents acteurs, évidemment, dont notre bon vieux Song Kang-ho. On a une réalisation de Park Chan-wook efficace, mais qui ne fait pas en le tape à l'œil, contrairement davantage à des films comme All Boy ou bien Mademoiselle, comme j'en ai parlé déjà, qui eux sont plus démonstratifs dans leur mise en scène, avec succès, hein. Mais là il est vraiment beaucoup plus sobre, et je pense que c'était probablement le bon choix à faire par rapport au sujet qui était au centre du film, en se concentrant uniquement sur les personnages et sur les performances des acteurs avant tout, et je pense que ça marche du feu de Dieu. On est vraiment touché, on comprend ce que ça représente derrière ce rapprochement entre ces hommes de deux Corées différentes, et c'est extrêmement touchant, et donc ça fait que pour moi ça reste encore aujourd'hui le tout meilleur film de Park Chan-wook et un des tout meilleurs films venant de Corée. Donc évidemment c'est un must absolu si vous êtes intéressé par le cinéma asiatique et le cinéma de Corée du Sud de manière plus générale. Avec JSA, on a donc discuté de cette facette de la séparation des deux Corées, et comme je l'ai dit, l'autre moteur dramatique des tout meilleurs films de Corée du Sud, c'est son rapport à la démocratisation, son rapport à la dictature qu'elle-même a subie, et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière particulièrement brillante dans un film qui est le troisième film de cette liste, qui est 1987 When the Day Comes, réalisé en 2017 par Jung Joon-wan. 1987 When the Day Comes, donc ça fait partie des dernières étapes, on va dire, dans la lutte pour la démocratie en Corée du Sud. Il y a eu plusieurs étapes pour ça. Il y a eu la mort de Park Chung-hee en 1979, il y a eu le massacre de Gwangju en 1980, je ne crois pas me tromper, je ne sais plus si c'est 1980 ou 1981, il me semble que c'est 1981, à vérifier. Et 1987, ça a été la troisième grande étape dans l'affirmation de la démocratisation de la Corée du Sud, et donc on suit ici
en fait la mort d'un opposant, la mort semi-accidentelle par les services secrets de Corée du Sud, qui vont essayer de couvrir l'affaire, mais ça va être fuité, ça va créer une dynamique au sein de l'opposition qui va permettre de poser les derniers jalons vers la démocratisation de Corée du Sud. C'est un film que pourtant j'avais pas vu dans des très très bonnes conditions. Il était sorti à Hong Kong, mais j'avais pas réussi à l'attraper à l'époque. Et au final, je l'avais vu dans l'avion, ce qui est jamais la meilleure façon de voir un film. Mais c'est pour dire à quel point le film est réussi. Moi, j'avais quand même les larmes aux yeux en le regardant. Et franchement, avoir les larmes aux yeux quand vous regardez un film dans l'avion, c'est pas évident. Il faut vraiment qu'il soit puissant. Et donc c'est le cas, heureusement, de ce film que depuis j'ai pu revoir dans des meilleures conditions. Je trouve que ça montre bien toute la difficulté qu'il peut y avoir, qu'il y a eu en tout cas en Corée du Sud pour réussir à mettre en avant ces valeurs de démocratisation, de respect des droits de l'homme, toutes ces choses-là avec lesquelles la dictature sud-coréenne s'était dans les grandes lignes absous. On a des personnages également qui sont très attachants. On a des moments qui n'hésitent pas à aller dans le côté dramatique, voire parfois mélodramatique, mais fait avec du cœur en fait. C'est ça qui, je pense, fait la différence. Il y a vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de passion de la part du réalisateur qui, si ma mémoire est bonne, a connu également ces changements quand il était jeune, a été des témoins directs de ces événements. Et par conséquent, on sent que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, beaucoup touché, et qu'il investit pleinement dans le film et qui parvient à communiquer avec nous, avec un ensemble, un casting d'ensemble. C'est pas juste un personnage référent, on a tout un tas, une mosaïque de personnages qui sont tous intéressants à des degrés différents, qui présentent évidemment différentes personnalités, différents types de réactions à ces événements, et c'est tout à fait passionnant. Le ton est également solidement dramatique, sérieux. Et je dis ça parce que c'est pas été forcément le cas à chaque fois dans le cinéma de Corée du Sud. Dans les années 2000, par exemple, beaucoup de films qui parlaient de ces événements, de cette période, avaient tendance à le faire en mettant une grosse dose de comédie, et je trouve que souvent ça amoindrissait largement le message. J'aurai bien l'occasion d'en parler parce que je prépare une vidéo sur ces sujets. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a vraiment quelque chose qui est sérieux jusqu'au bout. Alors, il y a peut-être quelques petits éléments romantiques, quelques petits éléments comiques, mais ça ne vient pas au détriment du message et du thème général qui, lui, est très sérieux et particulièrement prenant et particulièrement touchant. Et c'est un film qui a également, pour moi en tout cas, gagné énormément en valeur parce que étant à Hong Kong, ayant vu directement les événements de 2019, le parallèle entre les deux était assez évident, tellement évident d'ailleurs que d'autres Sud-Coréens l'ont vu et que certains Sud-Coréens sont venus à Hong Kong en 2019 pour soutenir les manifestants. Sauf que là où dans 1987 When the Day Comes, le résultat final, malgré toutes les souffrances, le résultat est positif, puisqu'on sait que derrière, il va y avoir une évolution du régime et qu'il va y avoir une démocratisation. Il y a un plus grand respect des droits de l'homme en Corée du Sud. Malheureusement, à Hong Kong, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et donc, quand je vois 1987 When the Day Comes, je vois ce qui aurait pu arriver à Hong Kong et ce qui malheureusement n'est pas arrivé. Et évidemment, c'est d'autant plus douloureux pour moi à voir. Et ça rajoute un degré dramatique dans le film quand je le regarde. Donc un des meilleurs films sur cette lutte pour la démocratisation en Corée du Sud, qui rappelle que ce n'est pas quelque chose d'acquis, que c'est toujours quelque chose pour lequel il faut se battre, il faut être vigilant, et j'ai envie de dire d'autant plus aujourd'hui où beaucoup à l'intérieur comme à l'extérieur aiment à mettre en avant des régimes autoritaires
ce qui me paraît moi totalement aberrant, mais en tout cas ça a de plus en plus le vent en poupe, donc il faut quand même rester vigilant, et je vous incite donc énormément à voir 1987 When the Day Comes pour garder l'esprit acéré sur ces sujets. En seconde position, on a un film de guerre qui s'appelle The Frontline, réalisé en 2011 par Jong-un. Film de guerre qui, je crois, n'a pas eu beaucoup de succès quand il est sorti en Corée du Sud. Si mes souvenirs sont bons, il avait été choisi comme représentant de la Corée du Sud pour les Oscars, mais n'avait rien gagné, évidemment. Quand on parle de films de guerre en Corée du Sud, on a souvent tendance à parler de Frères de sang, ce genre de film, qui a ses qualités, mais que je trouve pour le coup ultra démonstratif, très exagéré, aussi bien dans ses sentiments que dans ses scènes de guerre qui reprennent tous les codes des blockbusters américains d'époque. Le film n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il est trop sous influence et trop démonstratif, et qui n'est pas forcément la meilleure description de ce qu'a été la guerre de Corée. La guerre de Corée, en tout cas, pas forcément à ses débuts, mais sur la deuxième moitié de celle-ci, ça a été une guerre extrêmement frustrante où chacun se battait pour la possession de collines dont la valeur stratégique en elle-même était assez limitée, mais c'était toujours un moyen d'essayer de grappiller du territoire, parce qu'il y avait dans l'idée que des négociations allaient bientôt se tenir et qu'il fallait être en position de force pour pouvoir obtenir une frontière définitive la plus large possible. Et donc ça donnait des combats extrêmement cruels, mais également extrêmement frustrants dans le fait que ça n'avait pas en fait de véritable valeur, c'était plus une valeur symbolique qu'autre chose, et donc il y avait un côté un petit peu inutile dans ces combats qui est assez emblématique quelque part d'un aspect de la guerre de Corée, où il y a ce côté frustrant, qu'il y a une guerre oubliée, que tout le monde revendique comme l'ayant gagné, mais qu'en fait personne n'a gagné en réalité. Et donc c'est quelque chose qui est difficile à mettre en avant dans les films sur la guerre de Corée, parce que c'est pas quelque chose de très positif, mais qui, je trouve, est là bien restitué dans The Frontline, puisqu'on est exactement sur cette configuration avec des troupes de Corée du Sud auxquelles il est ordonné de prendre possession d'une colline dont la valeur en elle-même est assez discutable. Et on va également avoir quelques éléments, on va également voir un petit peu le côté nord-coréen de la chose, avec une description des Nord-Coréens qui est moderne, c'est-à-dire qu'ils ne les montrent pas simplement comme des idéologues affirmés qui veulent à tout prix, le couteau entre les dents, tuer tout ce qui est les capitalistes en face. Donc avec une vision plus humaine de ceci, et on a donc une bonne description des deux camps en présence, je trouve, une bonne description de l'atmosphère de la guerre de Corée, et quelques séquences de guerre bien foutues, bien emballées, une séquence avec un sniper par exemple, c'est un grand classique, hein, mais ça marche très bien. Les personnages sont également suffisamment attachants pour qu'on s'y intéresse. Moi je trouve que c'est un des tout meilleurs films sur la guerre de Corée, peut-être un petit peu plus low-key dans l'emphase sentimentale qui peut être faite par beaucoup de films sud-coréens et nord-coréens d'ailleurs, mais je trouve qu'il est plus respectueuse et plus dans l'esprit de ce qu'était le conflit, à mon humble avis. C'est assez rigolo d'ailleurs de remarquer également que, en fonction de qui fait un film sur la guerre de Corée, eh bien ça a toujours tendance à complètement écarter un certain nombre des belligérants. Par exemple, si vous regardez les films de Chine, par exemple, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a ? On a les troupes chinoises contre les troupes américaines. Les troupes coréennes, que ce soit du nord et du sud, elles sont totalement évacuées. Quand c'est les Coréens, sud-coréens qui font un film sur la guerre de Corée, les Américains apparaissent quasiment pas, les Chinois apparaissent quasiment pas, voire pas du tout, et on a uniquement ce côté rapport entre les deux Corées. Quand c'était des films américains sur le sujet, pareil, les Coréens finalement étaient assez peu présents
Donc il y a toujours une tendance à vouloir recalibrer ça selon la politique du moment et qui sont les ennemis et les adversaires, les ennemis et les alliés du moment. Et donc ça a tendance à totalement repositionner la guerre du Corée par rapport aux éléments actuels. Et The Frontline le fait un petit peu, puisqu'effectivement il n'y a absolument pas de troupes chinoises qui sont présentes ici, ce qui réalistiquement est un petit peu douteux. Mais voilà, il n'empêche que malgré ce problème qui de toute façon est récurrent dans tout ce qui est film sur la guerre de Corée, on a quand même une œuvre de très belle qualité, un des tout meilleurs films à mon humble avis sur la guerre de Corée, donc je vous le recommande chaudement, The Frontline. Et mon film favori, toute catégorie de Corée du Sud, qui sera probablement amené à le rester. Alors autant j'ai dit que mon top pouvait être interchangeable, et c'est vrai, le numéro 3 peut être en numéro 5, etc. Autant le film que j'ai en numéro 1 depuis maintenant plusieurs années, et qui va probablement continuer à l'être, c'est La chanteuse de Pansori de Im Kwon-taek, réalisé en 1993. Un film qui m'a totalement soufflé et qui est, soit dit en passant, disponible sur la chaîne de la Film Archive coréenne. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas le regarder. Im Kwon-taek, c'est la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, donc évidemment c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est pour moi le tout meilleur réalisateur sud-coréen, le Akira Kurosawa sud-coréen, comme j'aime bien l'appeler, quelqu'un qui a fait énormément de bons films, même si ici, celui que je préfère, c'est La chanteuse de Pansori, mais il y a bien d'autres films qui sont d'une extrême qualité. La chanteuse de Pansori, à la base, c'était censé être un petit film dans la carrière de Im Kwon-taek. Il l'a fait suite au succès de sa trilogie des General Son, qui étaient des films extrêmement commerciaux, qui avaient très bien marché. Et Im Kwon-taek, il aime bien alterner comme ça, faire quelques films commerciaux de temps en temps pour assurer ses producteurs et distributeurs qu'ils font suffisamment d'argent pour que ça marche. Et à côté de ça, après, en profiter pour faire des œuvres un peu plus personnelles. Et La chanteuse de Pansori, c'était exactement ça. C'était un film qui était destiné à être un film totalement oublié, un film à petit budget qui allait être passé complètement sous les radars, qui ne ferait pas beaucoup d'argent, peut-être apparaître dans quelques festivals, mais c'est tout quoi. Et à la grande surprise de Im Kwon-taek et de ses producteurs, le film a été un véritable phénomène en Corée du Sud. Il y a eu une véritable Pansori mania à cause de ça, à cause du film de Im Kwon-taek. Et encore aujourd'hui, c'est un film extrêmement apprécié, autant du public que de la critique, et pour de très bonnes raisons, parce que c'est un film extrêmement beau, extrêmement prenant, qui raconte en fait donc la vie de deux enfants qui sont adoptés par un maître de Pansori, donc Pansori qui est une forme de chant, une forme de tradition orale coréenne qui remonte à de nombreux siècles et qui, avec les différents bouleversements politiques qu'a connu la Corée au XXe siècle, a eu tendance à se perdre et à devenir un peu une relique du passé. Et donc on suit ce maître de Pansori avec ses deux élèves adoptifs qui essayent de survivre dans cet univers. Et en fait, il va y avoir un des deux enfants qui, lui, ne va pas aller jusqu'au bout et qui va quelque part s'intégrer dans la société moderne coréenne, alors que sa sœur adoptive, elle, va continuer dans la voie du Pansori, et ça va nous amener toute une réflexion sur l'évolution de la Corée, qu'est-ce que c'est que d'être coréen, et également une réflexion par rapport à l'art, qu'est-ce que c'est que d'être un artiste, que d'aller jusqu'au bout de son expertise dans son domaine artistique. Et ça donne quelque chose de tout à fait bouleversant. Le Pansori est juste magnifique, la musique qui a été faite pour le film est absolument brillante. Il suffit juste d'entendre les quelques premières notes du thème principal et vous êtes totalement dans cet univers, vous êtes
avec les sentiments qui sont à fleur de peau. Vous comprenez tout de suite le blues, la tristesse qui se dégage de l'ensemble, mais également la beauté qui s'en dégage également. C'est vraiment magnifique à tous les niveaux, une des plus belles œuvres d'Im Kwon-taek, qui est bien placé pour parler de ces choses-là, non seulement parce qu'évidemment il était tout à fait passionné de pansori, mais parce que c'est quelqu'un qui a connu tous ces bouleversements, en tout cas une bonne partie d'entre eux dans le XXe siècle. Quand il est né, la Corée était encore sous colonisation japonaise, puis il a connu les difficultés qu'il y a eu autour de la guerre de Corée parce que son père était du côté des partisans communistes. Il a connu ensuite la dictature où il a été quelque part un pion, un agent de la propagande de la dictature sud-coréenne de cette époque. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il connaît et donc qu'il est capable de mettre ici parfaitement en avant dans le film. Il sait ce que ça veut dire qu'être obligé de faire des compromis, et je trouve que le film est également beaucoup plus progressiste que ce qu'on veut bien dire, parce qu'il y a beaucoup de fois, en tout cas souvent quand je lis des appréciations de critiques coréens par rapport à Im Kwon-taek, il revient souvent cette idée que Im Kwon-taek est quelqu'un d'assez traditionnaliste, un néo-confucéen en quelque sorte, et quelque part donc il est nostalgique de cette culture ancienne. Moi je suis pas tout à fait d'accord, je n'ai pas la même lecture que ces critiques. Oui, il peut y avoir un aspect nostalgique, ou en tout cas un intérêt et un amour certain pour certains éléments culturels qui sont maintenant dans le passé de la Corée, mais je pense qu'il y a également une lucidité par rapport à la cruauté qu'un certain nombre de ces éléments traditionnels impliquaient pour les gens de manière générale, et c'est présent dans La chanteuse de Pansori. Il y a des vrais questionnements par rapport à est-ce que ça vaut le coup de rester figé dans certains éléments du passé, est-ce que ça vaut le coup de donner autant pour des formes d'art qui quelque part n'ont plus vraiment de résonance dans le monde actuel. La question est vraiment posée dans le film et il n'y a pas de réponse simple à ces questionnements, mais en tout cas je n'ai pas le sentiment que Im Kwon-taek dit que oui, il faut rester figé dans ce passé, rester bloqué dans les traditions. Il met juste en avant les évolutions sociétales qui ont eu lieu, les questionnements que ça pose, et il laisse après au spectateur se faire ses propres opinions par rapport à ça, tout en étant touché par l'expression artistique et par les sentiments qui unissent les personnages, et ça donne quelque chose d'absolument bouleversant du début jusqu'à la fin. Un film tout à fait magnifique, le plus beau film de Corée qui ait été réalisé et produit jusqu'ici, et donc c'est pour ça que je l'ai dans mon numéro 1, c'est pour ça que c'est mon film absolument favori de Corée du Sud, et évidemment je vous exhorte très très fortement à prendre le temps de le voir, et évidemment à également explorer davantage la filmographie d'Im Kwon-taek suite à son visionnage. Voilà, donc encore 10 films sur la Corée, 10 films de Corée qui m'ont beaucoup touché et qui, je l'espère, vous toucheront tout autant. On se retrouvera bientôt, évidemment, avec une autre vidéo de cette série, avec les autres pays d'Asie dont il faut parler, parce qu'il y en a encore un bon petit paquet. D'ici là, bon visionnage et à très bientôt.